Et ça a pris longtemps. Il faut à peu près entre 10 et 15 ans pour réussir à approcher les chimpanzés sauvages, parce que tous les humains ne sont pas aussi bienveillants que nous le sommes. Et vous pensez aux braconniers notamment. Voilà, donc une des premières menaces qui pèsent sur les grands singes et sur les chimpanzés en particulier, c'est d'une part la déforestation, mais aussi le braconnage. Et ces deux menaces sont souvent très très liées. Donc ils ont un peu une peur panique de l'humain. Dans certains endroits d'Afrique où ils vivent, les humains ne les chassent pas. Et là où je travaille, en Ouganda, dans le parc national de Kibale, donc c'est dans une aire protégée, et là ils ne sont pas chassés, mais malgré tout, il faut plus de 10 ans pour réussir à les approcher, gagner leur confiance par la répétition des contacts. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils ont un savoir, ils savent que l'humain peut être dangereux, ou ils ont déjà été en contact d'humains dangereux, ces singes dont vous parlez? Alors dans la zone zone où on travaille, oui, parce que en fait on est à l'extrême nord du parc et cette zone est entourée de plantations. Donc il y a des villageois, des fermiers, il y a une route qui traverse leur territoire. Donc ils ont vu des humains et ils ont appris à s'en méfier. Ils se sont un peu adaptés à leur présence. Par exemple, ils montent le gué avant de pouvoir rentrer dans les champs pour aller chaparder du maïs. Donc on peut les voir se mettre sur leurs deux jambes en bipédie, se dresser, regarder, et s'il y a personne dans le champ, rentrer. Ils peuvent aussi parfois monter dans les arbres pour voir plus loin. Est-ce qu'ils communiquent, vous pensez aussi, Sabrina Krief? Ils se disent attention, danger? Oui, bien sûr. La communication est à la fois vocale, gestuelle et faciale. Donc vocale, évidemment, on sait décrypter les intentions des cris. Donc il y a des cris qui vraiment expriment la peur ou bien la joie. Et il y a des communications qui sont vraiment intentionnelles à destination de certains partenaires de leur groupe. Par exemple, quand il s'agit de traverser la route, qui est une grande route bitumée, une 2x2 voies avec un trafic vraiment important, là on va aussi voir qu'ils se mettent debout, qu'ils regardent à gauche et à droite, et que certains individus vont aider les plus vulnérables à traverser. Mais ça, Sabrina Krief, ça en fait les chimpanzés des singes particuliers, ou c'est parce que vous les étudiez que vous savez tout ça, ou ils ont vraiment un comportement assez étonnant qui font qu'on est cousins et qu'on est quand même très proches génétiquement et donc culturellement quelque part aussi? Donc c'est pas l'imprégnation, c'est pas la proximité des humains qui les rend comme ça, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on découvre chacun des groupes, ce qu'on appelle des communautés, on se rend compte que chacun de ces groupes a sa particularité. On va pouvoir définir un répertoire d'outils, de comportements, etc., qui est propre à chacun des groupes. Et c'est ce qu'on appelle en fait la culture. Donc comme les humains, les chimpanzés ont des cultures, et chaque communauté a sa culture. Exactement. Et ces cultures ne sont pas universelles. Il y a vraiment une spécificité. Et si vous prenez un chimpanzé d'Afrique de l'Ouest, il n'a pas la même culture qu'un chimpanzé d'Afrique de l'Est. Justement, quelle peut être la différence de culture pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière ce mot culture chez les chimpanzés? Par exemple, pour séduire, les chimpanzés n'ont pas tous la même façon de faire. Donc, par exemple, juste dans le même parc, j'ai travaillé auparavant, 10 ans avant, dans un autre groupe où pour séduire... En Ouganda aussi? En Ouganda, les chimpanzés mâles secouaient les branches doucement pour attirer l'attention des femelles qui après se rendaient compte donc de l'intérêt qui leur était porté. Et dans ce nouveau groupe que j'étudie, ils font des confettis. Donc ils prennent des petites feuilles qu'ils vont déchiqueter avec leur bouche et cracher depuis la branche. Et donc ça c'est un signal pour une pluie de confettis qui vous tombe sur la tête. Et là vous savez que peut-être il y a l'homme de votre vie. C'est fascinant, mais ça veut dire c'est culturel, donc c'est quelque chose qu'ils partagent, quoi. C'est une habitude qu'on voit chez le petit, qu'ils se transmettent, chez le papa ou chez le cousin ou chez le... Exactement, et c'est appris socialement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est spontané, inné, etc. C'est vraiment par l'observation et par la compréhension du sens, parce que évidemment, il suffit pas de cracher des feuilles à n'importe quel moment, et il faut le faire au bon moment et envers un individu particulier. Puis c'est l'efficacité aussi. Apparemment, ça marche de balancer des confettis il faut vraiment saisir la fonction et le bon moment. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.